Modernisation, projet de loi 59 de la Sécu. Cette présentation a été réalisée et enregistrée février 2022. Bonjour et bienvenue à cette présentation du projet de loi 59, loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail, chapitre 27. Je suis Alain Lahaye, chef de service SST Prévention de la Sécu. Pour cet asynchrone, je serai accompagné de Chantal Morin et de Lisbeth Carrasco-Amaya, conseillères SST au support conseil. Ils seront de la partie pour cette présentation. Le projet de loi qui a été présenté au départ comportait 118 pages et 293 articles. Au cours de la commission parlementaire, se sont ajoutés 230 amendements répartis sur 37 séances pour 186 heures de travaux avec une diffusion en télédiffusion. Le 27 octobre 2020, le gouvernement a déposé le projet de loi numéro 59 visant à la réforme du régime de la santé et sécurité du travail. Ce projet de loi était attendu depuis longtemps puisqu'il devait corriger un régime désuet au fil du temps, n'avait subi aucune modification depuis les 40 dernières années. Rappelons que ce projet de loi vise la modification des deux lois principales encadrant la santé et sécurité au Québec, soit la loi sur la santé et la sécurité du travail, la LSST, et la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, LATMP, et que le 6 octobre 2021, lors de sa mise en vigueur, les premières dispositions de ce nouveau régime étaient en place. Nous y avons vu une opportunité pour revoir des enjeux importants et l'espoir d'un rééquilibre entre les devoirs des employeurs et des travailleurs, qui sont à l'article 51 de la LSST. Et depuis l'entrée en vigueur de la LSST en 1979 et de la LATMP en 1985, peu de modifications y avaient été apportées et force est de constater que nous sommes plutôt devant une évolution lente du régime. Toutefois, certaines nouveautés sont nées de cette modernisation. Présentement, au moment où nous parlons, nous n'avons pas les textes finaux publiés dans la Gazette officielle du gouvernement. Donc, les documents qui nous ont servi pour rédiger cette présentation ne sont pas les textes de loi finaux. Nous sommes en attente, comme on vous dit, de ces publications dans la Gazette officielle. Nous ne sommes pas avocats, donc aucun avis ou opinion juridique seront émis. Ce projet de loi contient beaucoup de nouveautés. Selon les experts, ceci constitue du droit nouveau. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer le volet prévention. Donc, je céderai la parole à Chantal Morin. Merci. Bienvenue à cette présentation du projet de loi 59 qu'on peut maintenant appeler aussi le chapitre 27. Alors, je me présente, Chantal Morin. Je suis conseillère en support conseil en santé et sécurité au travail. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la portion prévention. Donc, pour qu'un projet de loi aboutisse, dans le fond, on en vienne à des textes de loi, il doit passer par toutes les étapes qui sont ici sur l'acétate. Donc, on peut voir que depuis le 27 octobre 2020, donc ça a pris 1 an avant que le projet de loi soit sanctionné, donc adopté. Il y a eu plusieurs échanges et plusieurs modifications, ajouts, tout ça, dans le but de satisfaire toutes les parties impliquées. Et donc, c'est du droit nouveau, hein. Tout ce qu'on va voir, c'est des choses qui sont nouvelles. On n'a pas accès encore à tous les textes, donc on va vous expliquer ça. Donc, au niveau des modifications qui ont eu lieu par l'arrivée la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail, en prévention, les lois qui ont été touchées, on a la loi sur la santé et sécurité au travail, on a plusieurs lois, des règlements qui se sont ajoutés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les changements ont été faits dans le but d'intégrer des notions de prévention qui étaient partiellement ou absentes des lois en ce moment. Il y avait des zones grises, fait que maintenant, on vient rentrer des précisions sur des mécanismes de prévention et surtout,
on intègre le mécanisme de participation des travailleurs sur les chantiers de construction. Donc, on va voir plus loin dans la présentation, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est les mécanismes de participation des travailleurs. On va voir la présence d'un RSS, un représentant en santé et sécurité au travail, entre autres. Et aussi, on va comprendre qu'il y a 2 nouveaux règlements là, qui ont été ajoutés avec l'arrivée du projet de loi 59. C'est les mécanismes, le règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction qui va rentrer en vigueur incessamment et également celui du règlement sur les mécanismes propres à un établissement qui, lui, va rentrer un petit peu plus tard. Donc, on va voir aussi qu'il y a un régime intérimaire. Alors, une distinction qui est importante, une précision en fait qui est importante à apporter maintenant, c'est au niveau de la différence qu'il y a entre les chantiers de construction et les établissements. Donc, pour vous essayer de vous donner un aperçu de ce que ça comprend. Donc, la loi sur la santé et sécurité au travail, elle, ce qu'elle vient préciser, c'est surtout les obligations et les responsabilités des différents acteurs en santé et sécurité au travail. Donc, si vous êtes un employeur et que vous avez des travailleurs à votre charge, bien, il y a des obligations dans la loi sur la santé et sécurité au travail qui sont les mêmes pour un ou pour l'autre, hein. On peut penser à l'article 51. Donc, je vais vous faire la différence là, au niveau de l'interprétation. En fait, la définition dans la loi d'un chantier. Un chantier, c'est un lieu où s'effectuent des travaux de fondation, d'érection, d'entretien, rénovation, réparation, modification ou démolition de bâtiments. Alors qu'un établissement, c'est l'ensemble des installations de l'équipement groupées sous un même site et organisées sous l'autorité d'une même personne ou des personnes liées en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l'exception d'un chantier de construction. Et dans le mot établissement, il faut comprendre qu'on s'adresse également à une entreprise de la construction. Donc, c'est les lieux où une entreprise de construction a des activités autres qu'un chantier de construction. Donc, on peut penser à un atelier, un garage, des entrepôts, même la place d'affaires où il y a les bureaux avec les chargés de projet, ainsi de suite. Il pourrait également avoir une carrière. Donc, d'ailleurs, dernièrement, la CNESST vous a envoyé par le commerce électronique un envoi qui dit vous devez mettre en vigueur le régime intérimaire de la CNESST, dans le fond, qui est intégré aux dispositions transitoires dans le PL 59. Mais on va voir que ces dispositions-là, elles s'appliquent aux établissements. Donc, les chantiers de construction, eux, ils ont comme je vous disais, les employeurs ont des obligations en vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail. Et les modalités d'application, les règles de sécurité propres à un chantier, on va retrouver ces détails-là dans le Code de sécurité pour les travaux de construction. Alors que quand on travaille dans un établissement, donc un atelier, un bureau, un garage, la loi qui s'applique sur l'application des règles de sécurité, on va les retrouver dans le règlement sur la santé et sécurité au travail. Donc, c'est la distinction que je voulais vous apporter. On va continuer ici avec le contenu de la présentation. Donc, on va voir la portion chantier de construction. C'est moi qui vais faire la présentation. Donc, on va vous présenter les mécanismes qui ont un impact majeur, dans le fond, pour le projet de loi 59 en introduisant des nouveautés. Entre autres, on va voir le programme de prévention, le représentant en santé et sécurité, qu'on va appeler le RSS, le coordonnateur en santé et sécurité, qu'on va appeler le CSS, et le comité de chantier. En deuxième portion de présentation, on va vous présenter les établissements. Donc, on va voir le plan d'action au programme de prévention, l'agent de liaison, le RSS et le comité de santé et sécurité. Donc, je vais poursuivre avec ce qui est entré en vigueur, dans le fond, dès la sanction, c'est-à-dire le 6 octobre 2021. Donc, il y a des dispositions qui ont été mises en vigueur à compter de cette date-là. Si vous allez consulter aujourd'hui
la loi, ça se peut que vous ne voyez pas ces nouvelles dispositions-là écrites dans la LSST. On sait que ça va arriver dans le temps et au fur et à mesure que leur application va se faire. Il y a toujours un petit délai d'ajustement. Par contre, on a eu des textes qui ont été publiés sur la Gazette officielle. Donc, on peut vous partager le contenu. D'ailleurs, c'est disponible si vous voulez vous-même aller les consulter. Donc, euh, les éléments qui ont été ajoutés, entre autres, depuis le 6 octobre, à l'article 51 de la loi, qui sont les obligations d'un employeur, donc celui qui a des travailleurs à sa charge. Maintenant, il a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection d'un travailleur qui serait exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, l'employeur, quand une de situations, dans un cas d'une de ces situations-là de violence, bien, l'employeur il est tenu de prendre les mesures qu'il sait ou qu'il devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à ce type de violence. Deuxième élément qui a été ajouté. Évidemment, il y en a d'autres, mais on va se concentrer ici sur ceux qui peuvent avoir un impact dans vos milieux de travail. Le deuxième élément, c'est ça s'adresse aux propriétaires d'immeubles. Donc, ça dit que lorsqu'un édifice est utilisé par au moins un employeur occupant, bien, le propriétaire de l'endroit, dans les parties qui ne sont pas sous l'autorité d'un employeur, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et sécurité d'une personne qui y travaille. Donc, on pourrait penser ici, dans les établissements, entre autres, à ce qu'on appelle communément les aires communes. Donc, un exemple de ça, ce serait, par exemple, un travailleur qui devrait aller faire un entretien préventif ou une réparation sur une unité de toit. Bien, le propriétaire de l'immeuble, il doit s'assurer que le travailleur ne sera pas exposé à un risque, par exemple, de chute, parce que le panneau de contrôle serait à proximité de la bordure de la toiture. Donc, il doit s'assurer de rendre ces lieux-là sécuritaires pour le travailleur qui vient faire l'entretien. On pourrait penser également des aires communes, les ascenseurs souvent sont considérés dans les aires communes. Et également, on pourrait penser aussi à la présence d'amiante dans, voyons, dans une salle mécanique. Il s'agit d'aires communes. On sait qu'un travailleur va aller faire des réparations à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, le propriétaire de la bâtisse est responsable de s'assurer que les lieux sont sécuritaires pour le travailleur qui vient effectuer une réparation ou un entretien préventif. Un autre élément qui a été intégré au projet de loi 59, c'est le télétravail, qui a beaucoup, beaucoup procréé, dans le fond, avec la pandémie, de plus en plus présent. Le télétravail est maintenant considéré comme un lieu de travail en vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail. Puis la définition d'un lieu de travail, bien, c'est un endroit où, par le fait ou à l'occasion de son travail, une personne doit être présente, y compris un établissement ou un chantier de construction. Donc, le télétravail, l'employeur, dans les obligations qu'il a en vertu de l'article 51, bien, il est tenu de rendre les lieux sécuritaires, de s'assurer que les méthodes de travail respectent les règles de sécurité, que le travailleur est bien équipé pour exercer son travail, qu'il connaît les risques de son travail. Bref, euh, les dispositions qui encadrent le télétravail, euh, ça prend tout d'abord une politique de télétravail, hein, c'est la base. Et si vous avez besoin d'informations à ce sujet, bien, je vous invite de consulter le site de la CNESST où il y a une section spécialement pour aider à rédiger justement une politique de télétravail. Et également, l'Ordre des conseillers en ressources humaines et relations industrielles a également développé un guide encadrant les activités de télétravail. Ensuite, le quatrième point, en fait, c'est le programme de certification et de l'incitatif financier pour encourager les employeurs à prendre en charge la santé et sécurité du travail. En fait, ici, il s'agit d'un programme où on pourrait penser que les entrepreneurs qui ont des bonnes performances au niveau de la santé et sécurité au travail avec peu d'accidents et très rarement et des lésions légères,
et qui aurait installé des mécanismes de prévention et de participation dans son établissement, ben, il pourrait se voir soit une réduction de ses cotisations ou bien un montant forfaitaire. Bref, ça pourrait prendre toutes sortes de formes. Ce programme-là n'est pas encore en place, évidemment, mais dès qu'il le sera, on vous le fera savoir. Donc, ensuite, ce qui est important de savoir ici, c'est qu'au 1er janvier 2023, tous les mécanismes au niveau des chantiers de construction entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Donc, on va parler du programme de prévention, du RSS, du coordonnateur et du comité de chantier. Tout ça va rentrer en vigueur le 1er janvier 2023. Il y a une disposition transitoire. Une disposition transitoire, c'est que ça permet d'intégrer graduellement pour arriver à une finalité. Donc, il y a des dispositions qui permettent aux employeurs de s'adapter aux nouvelles réalités. Dans le cas des chantiers de construction, il n'y en a qu'une seule et c'est celle-ci. Donc, ça dit que toutes les dispositions prévues au projet de loi 59 vont rentrer en vigueur le 1er janvier 2023, sauf si l'avis d'ouverture de chantier elle a été reçu avant le 1er janvier 2023. À ce moment-là, ce sera les dispositions actuelles de la loi, donc telles qu'elles se lisaient avant la sanction. On pourrait penser ici au 5 octobre 2021. Donc, ça veut dire que si l'avis d'ouverture de chantier a été reçu avant le 1er janvier 2023, même maintenant, si votre chantier se poursuit au-delà du 1er janvier 2023, bien, c'est les dispositions actuelles de la loi qui vont s'appliquer. Donc, il n'y aura pas les nouvelles dispositions de mécanismes de prévention et de participation prévues au projet de loi 59. Ça va être la loi actuelle qui va s'appliquer. Donc, continuer. Avec le premier élément de mécanisme de prévention, dans le fond, il s'agit du programme de prévention. Le programme de prévention, ce n'est pas nouveau sur les chantiers. Et lorsqu'il est prévu que les activités sur un chantier vont occuper simultanément au moins 10 travailleurs de la construction à un moment des travaux, bien, le maître d'œuvre doit, avant le début des travaux, élaborer un programme de prévention et tout ça en collaboration avec les autres employeurs qui vont se retrouver sur le chantier. Ça n'a pas changé. Cette disposition-là est demeurée la même. Le programme de prévention, lui, relatif à un chantier de construction, il a pour objectif d'éliminer à la source les dangers pour la santé, sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs de la construction. Avant, on disait que le programme de prévention devait être conforme aux règlements applicables sur un chantier de construction. Donc, les règlements applicables au chantier, on peut penser au code de sécurité pour les travaux de construction, le règlement sur les normes minimales de premiers soins, premiers secours, le règlement sur les pompes à béton, sur les produits contrôlés. Bref, maintenant, ce qu'on vient ajouter, c'est qu'il doit également contenir les éléments prévus au paragraphe 1 à 5, au paragraphe 7 avec adaptation nécessaire et au paragraphe 8 du deuxième alinéa de l'article 59. Qu'est-ce que c'est l'article 59? Bien, on va le voir un peu plus loin, mais ce sont les dispositions qui s'appliquent pour les établissements dans leur programme de prévention. Donc, maintenant, avec le projet de loi 59, on vient spécifier des éléments qui doivent être contenus dans le programme de prévention. Donc, on va les regarder ici. Le premier élément, c'est l'identification et l'analyse des risques qui peuvent affecter la santé des travailleurs, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que ceux qui peuvent affecter leur sécurité. Donc, maintenant, ça doit être une partie intégrante du programme de prévention. Deuxième élément qu'on doit intégrer au programme de prévention. Les mesures et les priorités d'action permettant d'éliminer ou à défaut de contrôler les risques identifiés au point 1, en privilégiant la hiérarchie des mesures de prévention ainsi que les échéanciers pour l'accomplissement de ces mesures et de ces priorités. Je vais vous expliquer plus loin en quoi ça consiste. Troisième élément, les mesures de surveillance, d'évaluation, d'entretien et de suivi permettant de s'assurer que les risques qu'on a identifiés sont bien éliminés ou contrôlés par les moyens qu'on aura choisi de mettre en place. Autre élément, on a l'identification et les moyens des équipements de protection individuelle qui doivent toujours être conformes au règlement et les mieux adoptés pour répondre aux besoins des travailleurs. On a également les programmes de formation et d'information en santé sécurité du travail.
établir la liste des matières dangereuses qui vont être utilisées sur le chantier et évidemment le maintien adéquat là, d'un service de premiers soins en cas d'urgence. Donc, ces éléments-là ne sont pas, c'est pas des éléments nouveaux en matière de prévention. En matière de prévention, il y a beaucoup de, de façons dont la CNESST a mis de l'avant ces mesures, dispositions préventives-là. Nous, en tant que conseillers en santé et sécurité, on lit beaucoup les rapports d'enquête d'accidents et les constats d'infraction pour aller chercher vraiment ce que les inspecteurs recherchent comme mesure de prévention sur un chantier parce qu'on sait que la loi, ben, il y avait des zones grises, il y a des éléments qui ne sont pas précisés, qui manquent de précision et on se basait souvent sur la jurisprudence pour déterminer qu'est-ce qui doit être appliqué. Alors, on vous a sorti quelques extraits de rapports d'enquête qui ont été produits dernièrement, dans lesquels on peut retrouver de l'information qui est intéressante et pertinente, en tout cas dans le cas de notre travail. Donc, le premier en haut à gauche, il s'agit d'un extrait d'un rapport d'enquête qui a été publié sur le site de la CNESST le 25 novembre 2021. Donc, il y a eu un accident de travail et un inspecteur s'est présenté sur les lieux. Il a fait son enquête et dans son rapport d'enquête, il a déterminé des causes de l'accident. Et il y en a une sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est celle qui a la petite flèche rouge, là. C'est que la méthode de travail utilisée lors de l'installation des dispositifs de signalisation, elle augmentait les risques auxquels sont exposés les travailleurs. Donc, suite à ce rapport-là, l'employeur a dû élaborer une procédure de travail sécuritaire qui était attestée par un ingénieur en ce qui concerne l'installation des dispositifs de signalisation. Donc, l'employeur n'a pas eu le choix. Il a dû euh, produire cette méthode de travail sécuritaire-là, un document écrit, et l'inspecteur a dû l'approuver pour lui permettre de poursuivre ses travaux. Un autre élément qui est extrait d'un rapport de juillet 2020, c'est que la CNESST, dans son rapport d'enquête suite à un accident, a dit ben, l'employeur, il n'a pas rencontré ses obligations en vertu de l'article 51 de la loi. C'est à lui de s'assurer que l'organisation du travail et que les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur. Il a aussi dit que l'employeur ne s'est pas assuré d'utiliser des méthodes et des techniques visant à identifier et à éliminer les risques pouvant affecter la santé du travailleur. Un autre point qu'il a également noté, c'est que l'employeur ne s'est pas assuré de bien informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et non plus de s'assurer de sa formation, de son entraînement et d'une supervision appropriée afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié. Donc, toutes ces obligations-là, évidemment, sont celles de l'employeur. Donc, un autre extrait d'un rapport en haut à droite qui a été publié le 26 janvier dernier, donc en 2022. Ici, il y a eu un accident de travail et l'inspecteur a procédé à l'enquête, donc l'enquête et l'analyse. Et dans son rapport, il a émis des recommandations et il a identifié les causes. Entre autres, une des causes qui a été identifiée, c'est que la méthode des lingages était inappropriée et approximative. Elle a entraîné le glissement d'une élingue et provoqué la chute de la charge. Donc, suite au rapport d'enquête d'accident, l'employeur a dû produire une méthode de levage sécuritaire attestée par une personne compétente et on lui a demandé également de procéder à l'inspection des équipements qui étaient présents sur le chantier. Donc, vous voyez que ce sont des éléments qui maintenant doivent être inclus dans le programme de prévention. Quand on pense aux méthodes, à l'identification des risques, à la formation des travailleurs, de communiquer tout ça. Alors, ces éléments-là étaient déjà connus et véhiculés par la CNESST. D'ailleurs, sur leur site depuis 2016, on peut retrouver des outils pour aider l'employeur à prendre en charge la santé et sécurité au travail, entre autres
en identifiant et en analysant les risques. Donc, vous pouvez voir à l'écran ici, ça se trouve à être une grille pour identifier les risques, les identifier, les corriger, les contrôler. Bref, ce document-là est disponible sur le site de la CNESST et on peut voir les étapes aussi pour le réaliser et en fait, dans le temps, il va falloir s'assurer que le risque est bel et bien contrôlé. Si vous avez besoin d'aide ou de support à compléter ces éléments-là, assurez-vous en fait, vous pouvez contacter votre conseiller de la Sécu. Il va pouvoir vous aider, vous accompagner dans l'accomplissement de ces obligations-là. Un autre élément qu'on a intégré au programme de prévention, là, on vous a dit qu'un coup que le risque est identifié, bien, on doit s'assurer de mettre les mesures de prévention en privilégiant la hiérarchie des mesures. Donc, la hiérarchie fait référence à des étapes. Donc, on va commencer par est-ce qu'on peut éliminer à la source le risque qu'on a identifié? Est-ce qu'on est capable de faire le travail autrement? Est-ce qu'on est capable de, par exemple, assembler une partie de la structure au sol plutôt que d'exposer le travailleur à une chute en hauteur? En fait, de cette façon-là, on vient réduire le temps d'exposition du travailleur à une chute. Donc, il faut repenser les façons de travailler. Ensuite, on a le remplacement. On peut penser souvent à un produit pour lequel le travailleur il serait exposé à des vapeurs toxiques. Est-ce qu'on est capable de remplacer ce produit-là par un autre qui serait moins toxique ou que le niveau de toxicité ne porterait pas atteinte aux travailleurs? Ensuite, on peut penser à des contrôles techniques. Est-ce qu'on est capable d'installer des gardes pour éviter que le travailleur ait accès à la zone dangereuse? Est-ce qu'on est capable d'installer des systèmes de captation à la source? Encore là, pour réduire l'exposition du travailleur. On pourrait penser ensuite à des éléments de sensibilisation. Donc, des contrôles sonores, par exemple. Quand le travailleur est trop près de la zone à risque, il y a la machine ou les manœuvres de recul, hein, le bip-bip, on peut penser à ces éléments-là. On peut également penser à euh, délimiter une zone de travail pour s'assurer que le travailleur ne serait pas exposé, par exemple, à une zone où il y aurait du travail en hauteur. On vient délimiter avec un ruban au sol. Ainsi, on envoie le signal aux travailleurs de ne pas accéder à cette zone-là parce qu'il pourrait avoir un objet qui pourrait tomber puis le frapper. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va penser à ces éléments-là. Une autre mesure ensuite, ce serait les mesures administratives qui font référence à de la documentation. Ici, les mesures administratives, on peut penser à de la formation, par exemple. Donc, est-ce que nos travailleurs sont formés, connaissent les risques, les mécanismes de prévention qu'on privilégie, les procédures de travail sécuritaire avec les étapes à considérer pour arriver à l'accomplissement, dans le fond, de la tâche qu'on a à réaliser tout en prenant en considération les mesures préventives. Et en dernier lieu, à partir du moment où on n'a pas réussi à éliminer ou à réduire ou à contrôler le risque et qu'il demeure une exposition pour le travailleur, bien là, à ce moment-là, on va y aller avec les équipements de protection individuelle. Et si jamais, encore là, vous avez besoin de votre conseiller de la Sécu, n'hésitez pas à le contacter. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans vos démarches. Un élément qu'on a intégré maintenant à notre programme de prévention, c'est le formulaire d'analyse de risque. Évidemment, les outils qui sont proposés par la CNESST sur leur site sont plus euh, spécifiques aux établissements et moins aux chantiers de construction, hein, parce que les risques sur un chantier de construction, ben, ils sont toujours en mouvement, constante évolution et peuvent changer à même la journée. Donc, nous, on vous propose des outils qui sont peut-être mieux adaptés pour la réalité de vos chantiers. On va y aller avec le premier exemple. En fait, l'exemple qu'on vous a inséré ici dans la présentation, c'est celui du travail en hauteur. Comment on fait pour analyser une situation de travail en hauteur? Donc, quelle est la nature du risque? Quel événement qui pourrait se produire et causer des blessures aux travailleurs? Et quelles mesures on va mettre en place face à ces moyens-là? Donc, le premier élément est toujours d'informer, s'assurer que le travailleur est formé et connaît les risques auxquels il va être exposé.
Ensuite, est-ce qu'on peut éliminer à la source? Donc, est-ce qu'on a une façon de effectuer le travail autrement ou de modifier la position de travail du travailleur? Est-ce qu'on pourrait utiliser un appareil de levage, par exemple, plutôt que l'échelle ou la bordure du vide? Donc, ensuite, euh, les colonnes plus loin, c'est pour aller s'assurer que le moyen pour contrôler le risque, la mesure préventive, est-ce qu'elle est en place? Est-ce qu'elle est conforme et est-ce qu'elle protège pour le risque? Donc, vous pouvez reprendre la même formulaire, la même grille d'analyse et vous en servir lorsque vous faites vos inspections de chantier au moment où vous observez des travaux en hauteur. Un autre formulaire qu'on vous a inclus aussi dans le programme de prévention, c'est le formulaire pour élaborer une méthode de travail sécuritaire. Donc, la méthode sécuritaire de travail, il y a différentes étapes à respecter pour la rédiger. Et la première, ben, c'est d'observer l'activité qu'on a à réaliser. En quoi ça consiste? L'arrivée des matériaux, la préparation, l'installation, s'assurer que tout est bien fixé et le départ. Donc, c'est de décortiquer les étapes et de s'assurer de la mise en place des mesures préventives au fur et à mesure de sa réalisation. Donc, dans les étapes, là, on a la description de l'activité, les actions à prendre en résumé. On a les risques aussi qui sont identifiés à chacune des étapes. La formation requise pour effectuer ce travail-là, est-ce qu'on a besoin d'une formation particulière? Est-ce que le travailleur l'a reçu? Est-ce qu'il y a des équipements également qui doivent être disponibles? Est-ce qu'ils sont en bon état? Est-ce qu'ils ont été vérifiés, inspectés conformément au manuel du fabricant? Ensuite, l'étape d'exécution à droite, donc quand on réalise l'activité, est-ce qu'on a des vérifications à faire pour s'assurer que ce qu'on a mis en place est bel et bien présent, respecté, conforme? Et ensuite, on a les consignes de sécurité qui sont les consignes à suivre au moment où on réalise l'activité. Donc, ces consignes-là, si on prend par exemple le travail en hauteur et qu'il s'agirait de travailler à partir d'une échelle ou d'un escabeau, bien, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est de vous assurer d'obtenir les manuels de fabricants quand vous achetez des équipements, de l'outillerie, de la machinerie parce que les règles de sécurité, les consignes de sécurité à suivre au moment où on utilise l'équipement, bien, elles sont toujours écrites dans le manuel du fabricant. Là, c'est évidemment, si vous allez en grande surface, le manuel de fabricant, il n'est peut-être pas disponible au moment de l'achat, mais assurez-vous qu'il soit disponible sur leur site Internet du fabricant et allez le télécharger et conservez-le précieusement. Ces éléments-là vont vous être demandés dans le futur et elles sont euh, une grande source, dans le fond, d'inspiration là, quand vient le temps d'établir les règles de sécurité pour l'utilisation. Donc, ça conclut la portion programme de prévention. Si jamais la prise en charge au niveau des éléments de santé et sécurité, elle n'est pas débutée ou elle est partiellement entamée dans votre entreprise, bien, je vous conseille grandement de débuter, de commencer parce que la date butoir, c'est le 1er janvier 2023. Donc, ça vous laisse quand même une bonne année là, pour mettre en place ces choses-là. Et si vous avez besoin de support, bien, n'oubliez pas que vous pouvez toujours contacter votre conseiller à la prévention. On va continuer en rentrant dans le vif du sujet avec le représentant en santé et sécurité au travail, donc le RSS. Le RSS, lui, c'est un nouvel acteur, c'est un agent, dans le fond, un travailleur qui va être nommé par les travailleurs, qui va les représenter en matière de santé et sécurité au travail. Donc, actuellement, ces dispositions-là sont déjà dans la loi, mais ils n'ont jamais été mis en vigueur. Donc, si vous allez consulter la loi en ce moment, c'est la partie grisâtre, donc les articles 209 à 215 sur les mécanismes de participation des travailleurs, ben, sont en gris. Alors, maintenant, avec le PL 59, ce qu'on fait, c'est qu'on vient les activer. Donc, à partir du 1er janvier 2023, on va avoir le représentant en santé et sécurité au travail qui va être présent. Donc, on va l'appeler le RSS sur les chantiers de construction. Donc, ici, je vous l'ai divisé en deux, là, le RSS à temps partiel et le RSS à temps plein. Donc, le RSS à temps partiel, lui, il va être présent sur les chantiers entre 10
et 99 travailleurs, alors que le RSS à temps plein, lui, va se retrouver sur les chantiers de plus de 100 travailleurs ou que le coût des travaux dépasse 12 millions. Donc, le RSS à temps partiel, lorsqu'il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 10 travailleurs de la construction à un moment des travaux, au moins un représentant en santé et sécurité doit être désigné dès le début des travaux à la majorité des travailleurs de la construction présents sur le chantier de construction. Et pour le RSS à temps plein, lui, le nombre minimal de représentants, bien, il va être déterminé par règlement, puis il va être en fonction du nombre de travailleurs qui va être présents sur le chantier. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc, au niveau du RSS à temps partiel, en fait, du RSS, peu importe à temps partiel ou à temps plein, lui, il faut qu'il soit nommé dès le début des travaux. Donc, lorsqu'il est prévu que les activités vont occuper simultanément au moins 10 travailleurs à un moment des travaux, au moins un représentant doit être désigné dès le début des travaux, donc au jour 1, nommé à la majorité des travailleurs de la construction. Donc, ils vont faire un vote et 50 plus 1 va l'emporter. Et il doit être présent sur le chantier de construction. Donc, ça doit être un travailleur syndiqué, un travailleur de la construction qui travaille sur le chantier et qui est présent. Donc, est-ce qu'on pourrait penser à un travailleur, un chef d'équipe également et un contremaître aussi pourrait être un RSS. Je vais vous expliquer ici là, le temps partiel et le temps plein. Donc, pour le RSS à temps partiel, on a dit que c'est pour les chantiers entre 10 et 99 travailleurs. Il va y avoir des heures de libération en fonction du nombre de travailleurs présents sur le chantier. Donc, un chantier qui aura entre 10 et 24 travailleurs, ben, le RSS va être libéré 1 heure par jour pour exercer ses fonctions de RSS qu'on va voir plus loin. Sur un chantier, lorsqu'il y a 25 à 49 travailleurs présents, 3 heures par jour de libération. 50 à 74, 4 heures par jour et 75 à 99 travailleurs, 6 heures par jour. Donc, pour exercer les fonctions d'un RSS, qu'on va voir un petit peu plus loin. Lorsque le RSS est à temps plein, donc libéré 8 heures par jour pour les chantiers qui auront plus de 100 travailleurs ou que le coût des travaux dépasse 12 millions, bien à ce moment-là, de 100 à 199 travailleurs, on va avoir un RSS à temps plein. Quand on atteint 200 jusqu'à 599 travailleurs, on va avoir 2 RSS à temps plein. 600 à 899, 3 et ainsi de suite. Jusqu'à 1200 et plus, on en aura 5 à temps plein. Donc, ici, on va aller voir qu'est-ce que c'est les fonctions, en fait, là, du RSS. Là, puis j'imagine que vous avez plein de questions par rapport à qui va s'en occuper, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va rendre ses comptes, tout ça. On a encore plusieurs questions qui sont sans réponse. Heureusement, on va avoir des gens qui vont être présents pour ces discussions-là. Donc, on va essayer d'obtenir des informations. Puis, dès qu'on les aura disponibles, on va vous les communiquer. Donc, un représentant, un RSS, qu'est-ce que ça fait comme fonction? Donc, ça fait l'inspection des lieux de travail. Il reçoit les avis d'accident, puis il va enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient pu causer un accident. Il va identifier les situations dangereuses. Il va faire des recommandations qu'il juge opportunes, incluant celles qui concernent les risques psychosociaux liés au travail. Il va faire ses recommandations au comité, aux travailleurs, à leur association représentative, aux coordonnateurs, aux maîtres d'œuvre. Il va également assister les travailleurs de la construction lorsqu'ils exercent leurs droits. Il va accompagner l'inspecteur à l'occasion de ses visites d'inspection. Il va intervenir dans le cas où un travailleur exercerait un droit de refus et il va porter plainte à la commission. Ici, on dit que le temps minimal que le représentant, le RSS, peut consacrer par jour à l'exercice de ses fonctions, à l'exception de celles visées au 267,
Et c'est selon le nombre de travailleurs présents sur le chantier. Donc, ça veut dire qu'il pourrait dépasser 1 heure par jour si jamais il y avait à enquêter sur un accident, à accompagner un inspecteur ou à intervenir en cas d'un droit de refus. Donc, et le coût des fonctions qui sont liées au RSS, dans le fond, sont assumés par le maître d'œuvre. Il y en a qui vont me demander, oui, mais comment ça va se faire la facturation entre le maître d'œuvre, l'entrepreneur, combien d'heures, la reddition de compte? On attend encore ces informations-là. Donc, soyez assurés qu'on va vous le communiquer là, dès qu'on va les avoir. Ensuite, on a le coordonnateur, le CSS, en santé et sécurité. Lui, dans le fond, ça se trouve être le pendant de l'agent de sécurité. Donc, en ce moment, là, au Code de sécurité pour les travaux de construction, il y a un agent qui est présent quand il y a 150 travailleurs et plus ou que le coût des travaux va dépasser 8 millions. Maintenant, avec le projet de loi, ce qu'on vient clarifier ou ajouter ou modifier, c'est qu'il va s'appeler le coordonnateur en santé et sécurité. Et il va être présent pour les chantiers lorsque les activités occuperont simultanément au moins 100 travailleurs de la construction à un moment des travaux ou que le coût des travaux va dépasser 12 millions. À ce moment-là, le maître d'œuvre doit, dès le début des travaux, désigner un ou plusieurs coordonnateurs en santé et sécurité. Là, il faut se rappeler aussi qu'avant, les agents de sécurité, ils étaient pas nécessaire sur les chantiers qui avaient la construction des travaux de routes, de ponts, de tunnels, de viaducs, alors que maintenant, ils sont assujettis également. On ne fait plus la distinction entre la catégorie de travaux. C'est plutôt en fonction du nombre de travailleurs ou du coût des travaux. Donc, le nombre minimal de coordonnateurs sur un chantier, bien, c'est la même échelle qu'on a vue pour les RSS à temps plein. C'est-à-dire qu'entre 100 et 199 travailleurs, on va avoir un coordonnateur à temps plein, 8 heures libérées par jour, et un RSS à temps plein. Quand il y aura entre 200 et 599 travailleurs, bien là, on va avoir deux RSS à temps plein, pardon, puis deux CSS à temps plein et ainsi de suite. C'est la même échelle que tantôt. Par contre, lui, le coordonnateur en santé et sécurité, le CSS, c'est encore un cadre sous l'autorité du maître d'œuvre. On va voir qu'est-ce qu'il fait, lui, le CSS. Le coordonnateur, lui, il a à peu près les mêmes fonctions que le RSS, sauf pour ce qui est de participer à l'élaboration et à la mise à jour du programme de prévention qui va être mis en application sur le chantier. Donc, c'est dans ses fonctions à lui, le coordonnateur. Également, de surveiller, eu égard à la sécurité des travailleurs de la construction, la mise en place et le fonctionnement des mécanismes de coordination des activités des différents employeurs qui se trouvent simultanément sur un chantier. Il va procéder aussi à l'identification des situations qui pourraient être source de danger pour les travailleurs, faire l'inspection des lieux de travail, s'assurer que tout travailleur connaît les risques liés à son travail. Il va s'assurer de recevoir, bien, il va recevoir les copies d'enquête d'accident, puis il va enquêter sur les accidents qui auraient été susceptibles de causer un accident. Et il va accompagner l'inspecteur lors de ses visites. Le coordonnateur, le comité de chantier, lui, c'est le dernier mécanisme de participation des travailleurs, dans le fond. Avant, en fait, maintenant, lorsque il y a 25 travailleurs, on va former un comité. Maintenant, avec le projet de loi, ce qu'on amène, c'est la réduction du nombre de travailleurs. Donc, lorsque les activités occuperont simultanément au moins 20 travailleurs de la construction à un moment des travaux, bien, le maître d'œuvre doit, dès le début des travaux, former un comité de santé et sécurité. Un comité de chantier, pardon, qu'on appelle maintenant. Donc, le comité de chantier, lui, va être composé des personnes suivantes au fur et à mesure qu'elles vont être présentes sur le chantier. Donc, un coordonnateur en santé et sécurité. S'il n'y en a pas, bien, ce sera un représentant du maître d'œuvre à ce moment-là. Un représentant de chacun des employeurs présents. Un RSS. Un représentant désigné par chacune des associations représentatives, dont au moins un travailleur de la construction affilié est présent sur le chantier. Le comité, maintenant, va avoir aussi un mécanisme de fonctionnement. Dans le fond, ils vont tenir leur réunion dans les 14 jours suivant la date de début des travaux. Ils vont se réunir une fois ou 2 semaines pour les chantiers
entre 10 et 99 travailleurs, dans le fond. En fait, entre 20 et 99 travailleurs. Pour les chantiers de plus de 100, à ce moment-là, ils vont se réunir une fois par semaine. C'est le maître d'œuvre qui va rédiger l'ordre du jour et également le procès verbal. Le comité de chantier, lui, il a pour fonction de surveiller l'application du programme de prévention, s'assurer, eu égard à la sécurité des travailleurs, la mise en place du fonctionnement des mécanismes de coordination avec les activités des différents employeurs qui sont là sur le chantier, recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs de la construction, des associations et des employeurs du maître d'œuvre. Il va recevoir aussi les copies d'accidents, puis il va soumettre des recommandations appropriées au maître d'œuvre, à l'employeur ou à la commission. Et il va recevoir et étudier les rapports d'inspection qui ont été effectués sur le chantier. Et tous les membres du comité de chantier vont devoir suivre une formation d'une durée d'1 heure. On va voir que ça s'en vient, là, les obligations de formation, à compter du 1er janvier 2024. Donc, ce qui rentre en vigueur à compter du 1er janvier 2024, c'est l'obligation de formation. La présence, elle va être requise au 1er janvier 2023, mais l'attestation de formation au 1er janvier 2024. Donc, on n'a pas encore les modalités là, au niveau de la formation, qui va la donner et de quelle façon ça va s'appliquer là, pour le processus de formation. Quand on va avoir les informations, en ce moment, il y a des discussions qui ont lieu, on vous tiendra informé des développements. Donc, le RSS, lui, dans sa formation, le RSS à temps partiel, lui, il doit obtenir une attestation de formation théorique d'une durée minimale de 3 heures délivrée par la commission ou un organisme reconnu par elle. Donc, la formation, elle doit comporter les sujets suivants, les mécanismes de prévention qui sont applicables au chantier, son rôle en tant que RSS, le rôle, fonction, responsabilité, l'inspection des lieux de travail, quand ils portent assistance aux travailleurs dans l'exercice de leurs droits, le rôle du représentant lorsqu'il y a la visite d'un inspecteur et l'enquête et analyse d'accidents. Le RSS à temps plein, lui, celui qui est libéré 8 heures par jour, lui, il doit obtenir une attestation de formation théorique d'une durée minimale de 40 heures, également délivrée par la commission ou par un organisme reconnu par elle. Cette formation-là, elle va, en plus des sujets qui sont indiqués ici, elle va contenir le programme de prévention et le comité de chantier. Donc, ça, c'est pour la formation des RSS. La formation des coordonnateurs, elle, c'est 240 heures théoriques minimalement, délivrées par la commission ou un organisme reconnu par elle. Donc, en ce moment, on sait que les agents de prévention, les agents de sécurité, pardon, ont la formation, elle est gérée par le Collège ONSIC, donc le 720 heures, 240 plus 480 de stage. Ici, la formation, elle va porter sur les sujets suivants, donc le cadre législatif et réglementaire en santé et sécurité, les mécanismes de prévention qui sont applicables sur un chantier, le rôle, fonction générale du coordonnateur, incluant celle quand il fait partie du comité de chantier, l'élaboration puis la mise à jour du programme de prévention qui est propre à un chantier de construction, le rôle du coordonnateur quand l'inspecteur vient faire une visite, les principales mesures de sécurité applicables au chantier de construction et en tenant compte aussi des priorités d'action qui auront établies par la commission, les principales règles en santé au travail applicables sur un chantier. Il va être formé aussi sur l'audit de gestion en santé et sécurité du travail, l'inspection des lieux de travail, l'enquête-analyse d'accidents, l'élaboration de consignes de travail propres à un chantier de construction et incluant au niveau des relations interpersonnelles puis des habiletés de communication. Donc, c'est les éléments pour lesquels le coordonnateur sera formé. Là, le coordonnateur, lui, s'il détient une attestation de formation au 31 décembre 2022 d'agent de sécurité, il n'y a pas à suivre la formation de coordonnateur prévue au projet de loi. Donc, s'il détient l'attestation d'agent de sécurité au 31 décembre 2022, il n'y a pas à suivre la formation de CSS ni de RSS à temps plein ou à temps partiel s'il voudrait aller
occuper ce poste-là là, tout en étant un travailleur syndiqué, travaillant sur le chantier, évidemment. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que toutes les dispositions qu'on vient de voir, le programme de prévention, le RSS, le CSS et le comité de chantier, vont entrer en vigueur le 1er janvier 2023, sauf si l'avis d'ouverture de chantier a été reçu avant le 1er janvier 2023. À ce moment-là, ça va être les dispositions de la loi telles qu'elles se lisaient avant l'entrée en vigueur du projet de loi 59. Donc, pas de RSS, pas de CSS, pas de nouvelles dispositions au niveau du programme de prévention et le comité à partir de 25 travailleurs et non pas 20. Donc, voilà ce qui est important de se rappeler au niveau des dispositions transitoires. Maintenant, on vous a fait un petit tableau résumé là, pour être capable visuellement d'avoir une idée de quand le mécanisme de prévention ou de participation vient en vigueur sur les chantiers. Évidemment, là, vous avez le programme de prévention, le représentant en santé et sécurité RSS, le CSS et le comité de chantier. Et la portion orange, j'ai compris que c'est la date du 1er janvier 2023. Donc, tout rentre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des attestations de formation là, qui vont rentrer en vigueur le 1er janvier 2024. Donc, également, vous avez un petit tableau ici qui donne une idée d'évaluation des coûts de la présence d'un RSS à temps partiel ou à temps plein sur vos chantiers. Donc, pour les besoins de l'exercice, on a pris un salaire de 65 pardon, qui n'inclut pas là, les frais de déplacement, d'hébergement, le temps supplémentaire. On a mis la durée du chantier de 120 jours, donc environ 6 mois, et le nombre d'heures de libération par jour, donc 1 heure, 3 heures, 4 heures, 6 heures. Évidemment, le salaire fois la durée fois le nombre d'heures de libération, bien, ça donne une somme qui devrait être celle que vous pouvez ajouter à votre soumission là, pour prévoir le coût de la présence du RSS. L'exemple de coût du RSS à temps plein et celle du CSS, bien, on a pris également 65 de l'heure. La durée du chantier, 360 jours, donc environ 18 mois. Libération, bien, 8 heures par jour. Le coût total pour le 18 mois et fois le nombre de RSS ou CSS présents sur votre chantier est égal à le montant que vous devriez ajouter à votre soumission. Ici, on vous a également proposé un tableau du calcul du coût du RSS à temps partiel là, avec le nombre de travailleurs présents sur le chantier pour savoir combien d'heures de libération devraient être libérées, dans le fond, le RSS. Donc, 10 à 24 travailleurs, 1 heure, le nombre d'heures minimales de libération par jour, minimal, hein, parce que s'il y a une enquête d'accident, un inspecteur ou un droit de refus, il peut être libéré plus qu'1 heure par jour ou 3 ou 4 ou 6. La durée du chantier en termes de jours. Ensuite, vous faites le nombre d'heures minimales de libération fois le nombre de jours pour la durée du chantier. Ça va vous donner le nombre d'heures totales de libération, le nombre d'heures totales minimales. Ensuite, le salaire horaire du RSS. Ici, on met une petite mise en garde, une recommandation. En fait, utilisez le salaire horaire du compagnon le plus élevé qui pourrait être présent sur votre chantier pour ne pas avoir de surprise. Donc, en bout de ligne, vous multipliez le nombre d'heures totales de libération fois le salaire horaire devrait vous donner le coût total du RSS que, évidemment, vous devriez ajouter à votre soumission pour avoir une estimation approximative du coût et ne pas avoir de surprise. Alors voilà pour la portion prévention-construction. Je vais laisser la parole pour les établissements. Et voici le bloc pour établissement. Voici les mécanismes de prévention en établissement que nous allons vous présenter. Plan d'action et programme de prévention, agent de liaison et représentant en santé et en sécurité, et comité en santé et sécurité. Avant de continuer la présentation, j'aimerais rappeler la définition d'établissement. En fait, un établissement, c'est l'ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées en vue de la production ou de la distribution des biens ou des services à l'exception d'un chantier de construction. Ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis
par l'employeur à la disposition du travailleur à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs, à l'exception cependant des locaux privés à usage d'habitation. Maintenant, il faut rappeler que la majorité des mécanismes de prévention en établissement étaient applicables seulement aux groupes prioritaires 1 et 2, alors que le projet de loi 59, chapitre 27, lui, les introduit à l'ensemble, dont des groupes 3, 4, 5 et 6. Ces groupes étaient soumis au règlement qui était en vigueur. Sachez que toutes les dispositions s'appliquaient déjà pour les groupes 1, bâtiments et travaux publics, fabrication des produits en métal, forêt et scierie, industrie chimique, mines, carrières et puits de pétrole. Continuons avec les plans d'action. Plan d'action. À compter du 6 avril 2022, l'employeur qui a un programme de prévention en application dans son établissement doit le maintenir jusqu'à ce qu'il mette en application un programme de prévention ou un plan d'action conformément à la loi sur la santé et la sécurité du travail, et peu importe le nombre de travailleurs. En absence de programme de prévention, l'employeur aura l'obligation de consigner l'identification des risques s'il compte moins de 20 travailleurs. Exemple, si vous avez un atelier avec 3 travailleurs, vous devrez mettre en place un plan d'action pour l'atelier basé sur les lois et les règlements applicables aux établissements. À compter du 6 octobre 2025, l'employeur aura l'obligation de mettre en place un plan d'action si moins de 20 travailleurs. Il doit être élaboré, mis en application et mis à jour selon les modalités et les délais prescrits par règlement. Et voici les fonctions pour les plans d'action, toujours pour tout établissement qui compte moins de 20 travailleurs. Entrée en vigueur au plus tard le 6 octobre 2025. Le plan d'action a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs. Il doit tenir compte des programmes de santé au travail visés à l'article 107, ainsi que des règlements applicables à l'établissement et prévoir notamment, premièrement, l'identification des risques pouvant affecter la santé des travailleurs de l'établissement, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que de ceux pouvant affecter leur sécurité. Deuxième fonction, les mesures et les priorités d'action permettant d'éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés en privilégiant la hiérarchie des mesures de prévention établies par règlement, ainsi que les essentiels pour l'accomplissement de ces mesures et de ces priorités. Troisième fonction, les mesures de surveillance et d'entretien, permettant de s'assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés. Ensuite, l'identification des moyens et des équipements de protection individuelle, qui, tout en étant conformes au règlement, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l'établissement. Et finalement, la formation et l'information en matière de santé et de sécurité du travail. L'employeur n'a l'obligation d'élaborer des éléments de santé dans son plan d'action que s'il existe un programme de santé au travail visé à l'article 107 applicable à son établissement. Maintenant, quelle est la démarche pour les programmes de santé? En collaboration avec les ministres de la Santé et des Services sociaux, la Commission élabore des programmes de santé au travail et détermine les priorités en matière de santé au travail, ainsi que les territoires ou les établissements ou catégories d'établissements sur lesquels ils s'appliquent. Les programmes de santé au travail sont évalués et mis à jour régulièrement par la Commission en collaboration avec les ministres de la Santé et des Services sociaux. Continuons avec l'agent de liaison. Pour tout établissement qui compte moins de 20 travailleurs, à compter du 6 avril 2022, un agent de liaison en santé et sécurité doit être désigné lorsque l'établissement n'a pas de représentant à la prévention. Il est nommé par les travailleurs. Au plus tard, le 6 octobre 2025, lorsqu'aucun représentant en santé et en sécurité n'est désigné pour un établissement, les travailleurs désignent un agent de liaison en santé et en sécurité selon les modes de nomination qui déterminent entre eux. Quelles sont les fonctions de l'agent de liaison? Encore une fois, on est toujours dans un établissement qui compte moins de 20 travailleurs. L'entrée en vigueur au plus tard le 6 avril 2022. L'agent de liaison a pour fonction de coopérer avec l'employeur afin de faciliter la communication des informations en matière de santé et de sécurité entre ce dernier et les travailleurs. Il a pour fonction de porter plainte à la commission.
Il collabore à l'élaboration et à la mise en application du programme de prévention ou du plan d'action devant être élaboré et mis en application par l'employeur en adressant par écrit des recommandations à ce dernier. Il fait des recommandations écrites sur l'identification des risques en milieu de travail. L'employeur est tenu de répondre à une recommandation dans un délai de 30 jours. Si, à l'expiration de ce délai, l'employeur n'a pas donné suite à une recommandation de l'agent de liaison en santé et en sécurité, ce dernier peut porter plainte à la commission. L'agent de liaison doit, dans l'année suivante sa désignation, participer à un programme de formation dont les contenus et la durée sont déterminés par la commission. Il peut également s'absenter sans perte de salaire le temps nécessaire pour participer à ce programme. Les frais d'inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la commission conformément au règlement. Allons voir maintenant représentant en santé et sécurité. À compter du 6 avril 2022, un représentant en santé et en sécurité doit être désigné lorsque l'établissement n'a pas de représentant à la prévention désigné conformément aux articles 87 ou 88 de la loi sur la santé et la sécurité du travail pour tout établissement qui compte au moins 20 travailleurs. Voici les 3 fonctions qui seront applicables à partir du 6 avril 2022. Faire l'inspection des lieux de travail, faire des recommandations qui jugent opportunes, incluant celles concernant les risques psychosociaux liés au travail, au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l'employeur. Finalement, porter plainte à la commission. Voici les fonctions qui vont entrer en vigueur au plus tard le 6 avril 2022, encore une fois, pour tout établissement qui a au moins 20 travailleurs. Nouvelle fonction du RSS. Collaborer à l'élaboration et à la mise en application du programme de prévention ou du plan d'action devant être élaboré et mis en application par l'employeur en adressant par écrit des recommandations à ce dernier, ainsi qu'en participant à l'identification et à l'analyse des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs de l'établissement et à l'identification des contaminants et des matières dangereuses présents sur les lieux de travail. Lorsqu'il existe un comité de santé et de sécurité dans un établissement, le représentant en santé et en sécurité doit l'informer du résultat de toute enquête menée en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa et lui communiquer les éléments résultant de l'identification et l'analyse des risques auxquels il a participé en vertu du paragraphe 9 de cet alinéa. Si la commission les juge opportun pour protéger la santé ou assurer la sécurité et l'intégrité physique ou psychique des travailleurs, elle peut exiger qu'un représentant en santé et en sécurité soit désigné dans un établissement où il n'y a pas de comité de santé et de sécurité. Et voici la disposition finale pour tout établissement qui compte au moins 20 travailleurs avec la date d'entrée en vigueur au plus tard le 6 octobre 2025. Lorsqu'il existe un comité de santé et de sécurité dans un établissement, au moins un représentant en santé et en sécurité doit être désigné parmi les travailleurs de cet établissement. Le RSS est membre d'office du comité de santé et de sécurité. Lorsqu'un comité de santé et de sécurité agissant pour les établissements couverts par un programme de prévention est formé, au moins un représentant en santé et en sécurité est désigné pour ces établissements. Le nombre de représentants en santé et en sécurité ainsi que les modalités de désignation sont établies par entente entre l'employeur et les travailleurs de chacun de ces établissements. Le consentement des travailleurs à cette entente est donné par les associations accréditées qui les représentent et par les travailleurs non représentés par une association accréditée selon la méthode déterminée entre eux. À défaut d'entente, un représentant en santé et en sécurité est désigné pour les établissements couverts par un programme de prévention par les membres représentant les travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité formé en vertu de l'article 68.1 et il est choisi parmi ceux-ci. Lorsque l'employeur cesse de mettre en application les programmes de prévention prévus à l'article 58.1, au moins un représentant en santé et en sécurité par établissement doit être désigné sans délai. Et voici le bloc comité en santé et en sécurité.
À compter du 6 avril 2022, tout établissement qui n'a pas de comité de santé et de sécurité et qui groupe au moins 20 travailleurs, un comité doit être formé. Le nombre des représentants des travailleurs est déterminé par entente entre l'employeur et les travailleurs de l'établissement. À défaut d'entente, de 20 à 50 travailleurs, il y aura 2 représentants, de 51 à 100 travailleurs, 3, de 101 à 500 travailleurs, 4 représentants, de 501 à 1000 travailleurs, 5, plus de 1000 travailleurs, 6 représentants. La fréquence minimale des rencontres est déterminée par entente entre l'employeur et les travailleurs de l'établissement. À défaut, le comité se réunit au moins une fois par 3 mois. Et voici la disposition finale qui doit entrer en vigueur au plus tard le 6 octobre 2025, encore une fois, pour tout établissement qui compte au moins 20 travailleurs. Un comité de santé et de sécurité doit être formé au sein d'un établissement groupant au moins 20 travailleurs au cours de l'année. Voici les nouvelles fonctions qui seront en vigueur au plus tard le 6 octobre 2025 pour tout établissement de 20 travailleurs et plus. Prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention, de collaborer à son élaboration, à sa mise à jour et à son suivi et de faire des recommandations à l'employeur. Faire des recommandations à l'employeur quand à l'opportunité de demander la collaboration d'un intervenant en santé au travail dans l'élaboration des éléments de santé de son programme de prévention. Participer à l'identification et à l'analyse des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs, de l'établissement et à l'identification des contaminants et des matières dangereuses présents sous les lieux de travail. Confier en prévoyant le temps nécessaire à leur accomplissement des mandats spécifiques à des membres du comité, notamment aux représentants en santé et en sécurité, afin que ces derniers exercent des fonctions additionnelles à celles prévues à l'article 90. Recevoir et prendre en considération les recommandations du représentant en santé et en sécurité. Et voici le bloc programme de prévention. À compter du 6 avril 2022, pour tout établissement groupant moins ou plus de 20 travailleurs qui a un programme de prévention doit le mettre. Pour tout établissement groupant moins de 20 travailleurs, à compter du 6 avril 2022, l'employeur qui n'est pas soumis à l'obligation d'avoir un programme de prévention doit consigner l'identification des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Et au plus tard, le 6 octobre 2025, il doit élaborer un plan d'action. À partir du 6 avril 2022, pour tout établissement de 20 travailleurs et plus, l'employeur qui n'est pas soumis à l'obligation d'avoir un programme de prévention doit consigner l'identification et l'analyse des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Au plus tard, le 6 octobre 2025, l'employeur doit élaborer et mettre en application un programme de prévention lorsqu'au cours de l'année, le nombre de travailleurs groupés dans un établissement devient inférieur à 20. L'employeur doit maintenir les programmes de prévention mis en application jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Et voici le nouveau contenu du programme de prévention. Il doit tenir compte des programmes de santé au travail, ainsi que les cas échéants des recommandations du comité de santé et de sécurité, et prévoir notamment l'identification et l'analyse des risques pouvant affecter la santé des travailleurs de l'établissement, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que ceux pouvant affecter leur sécurité. Les mesures et les priorités d'action permettant d'éliminer ou à défaut de contrôler les risques identifiés en privilégiant la hiérarchie des mesures de prévention établies par règlement, ainsi que les échéanciers pour l'accomplissement de ces mesures et de ces priorités. Les mesures de surveillance, d'évaluation, d'entretien et de suivi permettant de s'assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés. L'identification des moyens des équipements de protection individuelle qui, tout en étant conformes au règlement, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l'établissement. Finalement, des programmes de formation et d'information en matière de santé et de sécurité
les examens de santé de pré-embauche et les examens de santé en cours d'emploi exigés par règlement. L'établissement est la mise à jour d'une liste de matières dangereuses utilisées dans l'établissement et des contaminants qui peuvent y être mis. Le maintien d'un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences. Et pour finir la présentation, voici un tableau résumant les mécanismes de prévention avec les dates d'entrée en vigueur. Ce qu'il faut retenir, c'est que les mécanismes de prévention seront établis selon la taille de l'entreprise, c'est-à-dire selon le nombre de travailleurs dans l'établissement et non selon les groupes prioritaires comme actuellement. Merci beaucoup.